Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons nous mettre d'accord avec Jérôme Dubu, bonjour, membre du pôle Idées d'Horizon, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, bonjour. Bonjour à tous. Jonas Haddad, vous êtes avocat. Bonjour. Christelle Niasme, bonjour. Vous êtes conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges. On va revenir évidemment sur l'interview du président de la République hier, la lande des rives de Sciences Po, bref, beaucoup de sujets. Et puis cette information pour commencer, BFM TV et RMC ont été vendus à l'armateur Rodolphe Saadé. C'est le groupe Altis qui l'a annoncé ce matin. Le groupe de Rodolphe Saadé, c'est CMA-CGM et qui détient déjà la Tribune, la Provence, un certain nombre, Corse Matin également. Donc c'est un coup de tonnerre dans les médias ce matin. Altis et son président avaient besoin de cash, avaient besoin de liquidité parce qu'il était surendetté. Patrick Drahi, vous nous disiez en arrivant, Jonas Haddad, que le prix demandé... Non, j'ai rien dit. Non, bon, vous n'avez rien dit. Alors. J'ai un secret professionnel. Ah merde. Donc... Bon, j'ai rien dit. Bon, alors en tout cas, ça s'est vendu très cher, a priori. Donc, on le saura peut-être plus tard. Mais en tout cas, le président de BFM, le président d'Altis, avait besoin de liquidité. Donc, on va voir effectivement ce qui va se passer. Le groupe de Patrick Drahi fait face à une tourmente aggravée, nous dit Le Monde, par les 60 milliards d'euros de dettes qui pèsent sur son empire. 60 milliards de dettes, c'est effectivement. Mais alors, Monsieur Drahi, Monsieur Drahi avait dépensé entre 700 et 800 millions d'euros pour le racheter à Alain Veil. Donc, on peut imaginer que le chiffre serait aux alentours du milliard d'euros. Ça vous Non, je crois que c'est moins cher qu'il y a 6 mois, mais bon, voilà. Ah bon, ça a baissé, c'est comme l'immobilier. Et sûrement plus cher que dans 6 mois. Bon. Voilà. Vous avez vu les audiences de BFM, c'est pas terrible. Hein, donc, ils sont grignotés systématiquement jour après jour par CNews. Ça, c'est clair. Alors, ils prétendent encore être les premiers. Moi, je sais pas. La première chaîne info. Ça se discute avec CNews, mais en tout cas, c'est plus la suprématie de BFM d'il y a même un an. Oui. Ouais, hein. Oui, enfin, ça reste quand même un groupe important. Bien sûr. Ça reste un groupe important. Mais qui est en difficulté aussi. Oui. Ça a du mal à se trouver, qui perd de l'audience. Alors, on va dire ce que ça vous inspire aux uns et aux autres. Samuel Lafont. Moi, j'attends de voir s'il y aura des changements sur la ligne de BFM TV, des changements pour les Français, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'effectivement, BFM TV se fait de plus en plus grignoter par CNews, et à mon avis pour une raison simple, c'est que CNews est la chaîne qui parle le plus aujourd'hui des sujets qui concernent les Français, en tout cas parmi les chaînes d'information. Elle parle du quotidien des Français, comme le fait également Sud Radio, et c'est ça que veulent entendre les Français. Bon, Christelle. Oui, mais en tout cas, c'est très bien vendu. Très bien défendu. Et pourquoi pas, oui. Ça pose aussi la question de la présence de ce type de médias. Enfin, le rapport aussi avec les réseaux sociaux. Absolument. BFM qui est très décrié, effectivement, par on va dire, la population, c'est peut-être la tendance à défendre, on va dire, les orientations plus nationales. Donc, oui, ça pose question sur la ligne et puis le rapport qu'il faudra avoir avec les réseaux sociaux demain. Mais ça dit aussi quelque chose de ces gros groupes qui deviennent des groupes très puissants de médias. On pense évidemment à Bolloré. Et donc là, on va avoir un nouveau groupe qui va se constituer. Jonas ? Je suis pas un analyste des médias. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le modèle de BFM, c'était de faire de l'info très très chaude. Ils réussissaient très bien à le faire. Et dès qu'ils ont voulu faire un peu de l'opinion, je trouve qu'ils se sont perdus. Le virage de Ruquier a été très mal pris. Et puis on voyait arriver franchement parfois des chroniqueurs et des chroniqueuses. On se demandait ce qu'ils faisaient là. Alors ça peut être le cas sur d'autres chaînes. Mais quand je vois, je sais pas la dernière fois que j'ai vu une émission, c'était Pablo Vivien, je sais pas qui c'est ce gars-là, qui est complètement allumé, et qui défendait l'imam Majoubi. Je sais pas d'où il sort, quelle est sa légitimité. Il y a des allumés sur toutes les chaînes. Oui, mais il y a des allumés sur toutes les chaînes. Mais alors lui, en plus, il est en général sur le prime time, donc il est bien allumé. Et j'espère qu'on va revenir un peu de rationalité qui va faire peut-être que BFM retrouve, je sais pas, enfin moi j'ai le parti pris pour personne, mais par contre je vous en parlerai tout à l'heure, l'attitude des insoumis dans les commissions d'enquête récemment, voilà, à mon avis ça sera une précision, Pablo Pio-Vivien, il est rédacteur en chef de Regard. Regard, la revue de Clémentine lancée par Clémentine. Contrairement à ce que dit Jonas, moi je trouve qu'il a sa place, il s'exprime bien, il défend des lignes effectivement qui sont pas les miennes
ni les tiennes. Mais enfin, c'est quelqu'un qui tient sa place. Il n'est pas du tout ridicule. Il y a des chroniqueurs, objectivement, justement, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux, au-delà de ma propre pensée, et sur les réseaux sociaux, l'illégitimité de certaines personnes qui étaient chroniqueurs. Après, non, voilà, je dis juste que ça va mettre un peu de rationalité. Voilà. Je ne m'acharne pas sur ce pauvre garçon qui est déjà bien... on va pas faire la guerre, on va enchaîner puisqu'on on parle médias. Vous vouliez faire un coup de cœur pour Vincent Bolloré. Ah bah oui, écoutez... Allons-y, carrément. Écoutez, je vais toujours là-dedans. Vraiment un coup de cœur pour Vincent Bolloré. Un certain nombre de députés se sont transformés en juges, en petits magistrats inquisiteurs. Je voyais notamment Louis Boyard. Et il n'y a pas participé. Il souhaitait... Si, il disait qu'il allait participer et il souhaitait se payer. Non, il s'est retiré. Oui, mais après, il a réintégré. Il était là mercredi. Bon, pas quand Bolloré. Il n'a pas posé de questions. Je recommence mon coup de cœur. Coup de cœur pour Vincent Bolloré. Le coup de cœur pour Vincent Bolloré, c'est qu'il a été convoqué devant une commission d'enquête dont le rapporteur lui-même disait qu'il fallait sanctionner Vincent Bolloré, qui se sont comportés au départ comme des petits inquisiteurs. Et en fait, il y a eu ce qu'on appelle l'effet stressant dans communication. C'est-à-dire que ça s'est retourné contre eux. Ils voulaient en quelque sorte débunker Vincent Bolloré, et on a vu quelqu'un d'abord qui est quelqu'un d'assez humain, quelqu'un qui est profondément un capitaine d'industrie intelligent, qui a réussi à faire que son groupe soit rentable, qui a parlé de sa famille de résistants avec un moment assez émouvant, de son lien avec la famille royale du Maroc. Ouais, enfin la réponse, est-ce que vous êtes raciste de dire non, j'ai des amis arabes, puis vous voyez, je suis ami avec le roi du Maroc, c'était un peu... j'ai une amie noire de Nadine Morano. Oui, enfin, je pense que quelqu'un qui serait vraiment raciste ne serait pas ami avec la famille. Enfin, je pense que le roi du Maroc est suffisamment fin pour percevoir qu'il n'y a pas de racisme là-dedans. Et enfin, dernier point, moi ce que j'ai vu, c'est que cet acharnement à la fois sur Bolloré et sur Hanouna s'est retourné contre les députés LFI, et on les voyait complètement perdus, ne sachant absolument pas ce que c'est, et je pense que c'est pas Jérôme qui me dira l'inverse, ce que c'est que la rentabilité d'une entreprise, que dans un groupe, que ce soit un groupe média ou un groupe industriel, il faut que tout soit rentable, et ils sont allés à un moment, ils étaient tellement déboussolés, j'ai vu cet extrait assez incroyable, où ils sont en train de le questionner sur une conversation privée qu'il aurait eue avec une éditrice pendant les obsèques du père de Nicolas Sarkozy. Et lui de répondre, mais écoutez, c'était dans une église, et dans une église je ne parle pas. On a vraiment eu l'impression que leur volonté de retourner les choses et d'essayer d'accuser Bolloré s'est retournée contre eux. Et moi, je trouve qu'on doit avoir de la fierté. Je l'ai déjà dit pour Bernard Arnault, je l'ai dit pour d'autres capitaines d'industrie, de notre pays, d'avoir des capitaines d'industrie. Et on est peut-être un pays qui marche sur la tête quand quelqu'un qui n'a aucune expérience économique va interroger Vincent Bolloré sur la rentabilité de ses entreprises et sur le bien fondé de son groupe industriel. On doit marquer une pause et vous pourrez réagir tout de suite après le journal. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble donc pour commenter l'actualité avec vous, avec Jérôme Dubu, membre du pôle idée d'Horizon, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Jonas Haddad, avocat, et Christelle Niasme, vous êtes conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges. On va revenir sur l'intervention d'Emmanuel Macron hier, qui se dit prêt à répondre à l'escalade russe. Qu'en avez-vous pensé ? Il y avait sans les chaînes d'infos 8 millions, un peu plus de 8 millions de téléspectateurs, donc avec les chaînes d'infos, je pense qu'on va arriver à plus de 10 millions. Ça veut dire qu'il y avait quand même une attente des Français. La lampe des rives de Sciences Po, Gabriel Attal qui maintient les groupes de niveau, et puis on parle également médias ce matin. On a appris donc le groupe BFM, le groupe Altice BFM, RMC avait été vendu à l'armateur Rodolphe Saadé, et on parlait de la commission d'enquête qui a lieu en ce moment même, enfin qui est en train de s'achever, l'audition de tous les candidats à la reprise de leur chaîne, enfin à la poursuite de leur pour le renouvellement de leur chaîne de la TNT, avec évidemment la dernière audition, et c'est ce que nous avait dit le député Quentin Bataillon. Il avait gardé CNews pour la fin, parce qu'il savait que ça allait évidemment beaucoup plus agiter les esprits. Vous vouliez revenir sur ce qu'on disait à l'instant, Samuel Lafont? Oui, sur Vincent Bolloré en particulier, je pense que, mais c'est très bien débrouillé mercredi, qu'il a bien répondu. Il en a profité pour rappeler que visiblement, alors selon lui, Aymeric Caron, Sophie Binet, donc qui gère la CGT, et Louis Boyard auraient gagné de l'argent grâce au groupe Bolloré. Une petite pique à la fin. On attend leur réponse. Et je trouve qu'il a eu un propos très intéressant aussi sur l'influence de la France en général, parce qu'il explique que le groupe Canal, notamment, en aidant les productions audiovisuelles,
promeut la France à l'étranger, et on sait qu'il y a d'autres modèles également dans le monde. On sait que les Anglais le font, on sait que les Coréens le font depuis quelques années, et c'est extrêmement important d'avoir dans la sphère privée, pas seulement dans la sphère publique, parce qu'on pense souvent en termes d'influence en France juste à l'État, et en fait ce qui s'est passé dans les pays qui ont émergé ces dernières années, c'est que c'est la sphère privée qui a, via les productions audiovisuelles, culturelles de tout niveau, permis au pays de faire parler d'eux dans le monde. Et donc on a vu cet engagement de Vincent Bolloré, et j'aurais un regard particulier sur la suite de ces affaires. Oui, moi, juste une remarque sur ce que disait Jonas et son coup de cœur. Effectivement, Vincent Bolloré, c'est un grand capitaine d'industrie. Il fait honneur à la France, comme Monsieur Arnaud ou un certain nombre d'entre eux. Effectivement, heureusement qu'ils sont là pour défendre l'économie française à l'international. Néanmoins, on peut pas ne pas se poser des questions sur CNews. Moi, j'interviens souvent sur CNews. Je les remercie de m'inviter. C'est très paritaire dans certaines émissions quand on intervient avec des politiques. Là, effectivement, c'est tout à fait respecté. Sur les chroniqueurs, j'ai mis un doute quand même, parce que entre ce que je disais tout à l'heure en off, entre 19h et 21h, vous n'avez pas un chroniqueur, ou ceux qui se disent chroniqueurs ou journalistes ou intervenants extérieurs ou conseillers, etc. Vous n'en avez pas un qui défend la majorité. Pas un, entre 2 heures de grandes écoutes. Là, moi, je l'ai dit effectivement à plusieurs reprises, je leur ai dit d'ailleurs en tête à tête que ça allait poser un problème. Et ça va poser un problème. Alors ils vous répondent que personne ne veut venir, qu'ils ont envoyé des invitations y a des à la France Insoumise. Qui sont proches de la majorité présidentielle qui pourraient venir. Moi, je peux leur donner des noms s'ils en ont besoin. Mais si vous voulez, on peut pas avoir des plateaux où on tape matin, midi et soir à 4 sur la majorité présidentielle. C'est pas possible. Et sur le gouvernement, sans que personne ne puisse réagir. Après, c'est parfois fondé ce qu'ils disent. Je le reconnais. Moi, je suis très objectif. Mais au moins qu'on ait quelqu'un qui puisse défendre l'action de la majorité actuelle. Mais c'est un problème qui se pose d'ailleurs par nous. Alors, pardon, Christelle, juste intervenir. C'est peut-être pas un coup de cœur, mais un coup de gueule finalement, parce qu'on a effectivement un personnage assez emblématique qui a peut-être lancé cette commission d'enquête. C'est notre fameux Louis Boyard. Il est issu de la circonscription sur laquelle je suis élu. Donc, je peux en parler très. Bravo à vous. Non, c'est une grande souffrance, je vous prie de le croire. C'est pour ça que je vous félicite. Gardez-le. Et justement, peut-être que à force peut-être de taper ou de manquer d'équilibre, c'est peut-être le sujet. On a donné audience à des personnalités comme celle-ci qui font du populisme et qui peut-être à un moment donné sont servis d'un média pour se faire élire en prétendant défendre des idées et défendre des populations qui disent ne pas être entendues sur certains sujets. Il y a peut-être des sujets qui effectivement méritent d'être mis sur la table, mais qui en tout cas se servent de ces thématiques pour être élus, alors même qu'ils ne représentent absolument rien sur leur territoire. C'est une réalité. Aujourd'hui, quel projet de loi est-ce que ce jeune homme de 21 ans, je crois, 22 ans, a défendu pour une ville qu'il prétend aimer comme Villeneuve-Saint-Georges, qui est une ville extrêmement défavorisée. Aujourd'hui, on a des questions sur des problématiques sur les questions aéroportuaires, sur la question de la position de la femme, les familles monoparentales. Tous ces sujets-là ne sont pas traités aujourd'hui sur la circonscription. À côté de ça, il est capable d'offrir des PlayStation et des pizzas et de faire du populisme. À ce point-là. Ce qui était stupéfiant. C'est ça la politique chez nous aujourd'hui. J'ai regardé. C'est intéressant. Alors que le rôle d'un député, c'est quand même de faire voter des lois. Et là, on voit encore la notion de hors-sol pour défendre les populations du territoire dont ils sont issus. J'ai regardé un peu rapidement, effectivement, l'audition de Vincent Bolloré. Ce qui était stupéfiant, c'est qu'il avait en face des gens qui avaient une méconnaissance totale de ce qu'était une entreprise. Non, mais de la réalité, mais de ce qu'était une entreprise. C'est ce une que méconnaissance absolue. Enfin, je veux dire, il savait pas ce que c'était qu'un bilan, qu'un compte de résultats. Enfin, c'était stupéfiant. Enfin, comment on fait des affaires, quelles sont les contraintes, tout ceci leur passait largement au-dessus de la tête. Mais c'est pour revenir même sur ce qui s'est passé hier face à Cyril Hanouna, et c'est ce que disait Gilles Gansman tout à l'heure dans l'émission Média, il y avait peut-être d'autres questions à poser que celles qui ont été posées, où on sentait qu'il y avait effectivement une volonté d'aller sur des points, des attaques personnelles. Vous savez quelle est la difficulté, la problématique, c'est que ce sont des députés qui ne vivent pas pour leur circonscription, ce sont des députés qui vivent pour faire des petits extraits sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ils n'ont pas de pensée. Ils n'étaient pas très connus, ceux qui étaient hier à la commission. Regardez leurs réseaux sociaux, je vous invite à regarder. C'est-à-dire qu'en gros, ils découpent les morceaux des auditions et dans le cas ils disent regardez, je me suis payé un tel ou je me suis payé un tel, et donc il n'y a aucune pensée systémique par rapport à ça. D'ailleurs, vous les entendrez jamais poser des questions
qui sont relatives au temps de parole. Je peux prendre notamment sur France Inter, qui est quand même la radio la plus écoutée de France. Pardon de parler d'un concurrent, mais dans lequel la diversité des profils, elle est absolument absente, dans lequel officie encore dans la plus grande matinale Léa Salamé, qui est quand même la compagne de Monsieur Glucksmann, et ça pose de problème à personne, et vous les verrez jamais poser des questions sur ces thématiques-là et sur cette opinion-là. Donc en fait, non, ils n'ont pas de pensée. Ce sont des gens qui sont, comme disent les jeunes aujourd'hui, ils vivent pour les médias. Voilà. Mais oui, vous voulez revenir sur votre coup de gueule sur ces auditions? Alors d'abord sur le pluralisme, puisqu'on parle de pluralisme, s'il y avait un pluralisme demandé sur certaines émissions, en particulier sur CNews, moi je rappelle quand même que, par rapport à votre propos, si CNews a pu émerger, c'est justement parce que ce qui est dit sur CNews n'était pas dit ailleurs. N'était pas dit ailleurs, tout simplement. Et comme me disait Joas à l'instant, effectivement, sur des radios, sur d'autres émissions, sur France Inter en particulier, on voit très bien qu'il n'y a pas de pluralisme. Alors finalement, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de pluralisme sur France Inter qu'il faut qu'il n'y en ait pas sur CNews. Oui, mais Jérôme, c'est plus grave parce que nous, c'est payé avec nos impôts, la France Inter. Que ça s'applique à tout le monde. Évidemment, ça s'applique à tout le monde. Oui, mais c'est payé avec nos impôts, donc il y a une exigence de neutralité qui devrait être plus forte. Qu'on réclame la même neutralité partout. Bien sûr, mais qu'on la réclame à tout le monde. Regardez, quand Quotidien dit, par exemple, un chroniqueur de Quotidien dit, et moi je suis pas RN, mais un chroniqueur de Quotidien, Julien Belvert, va dans les émissions et dit « Nous n'inviterons jamais Marine Le Pen et Jordan Bardella parce que nous sommes une chaîne privée. » C'est parfaitement inadmissible. Oui, mais personne ne l'a sanctionné. C'est parfaitement inadmissible. Enfin, ils ont le droit. Donc, idem pour CNews. De même que quand vous avez sur un plateau de CNews à 19h ou à 20h, vous avez 2 personnes sur 4 qui représentent Valeurs Actuelles, le même média. Vous voyez que Quotidien n'a jamais été mis en cause par l'Arcom. C'est pas possible. Parce qu'ils respectent leur temps de parole. C'est que vous n'êtes pas obligé nommément d'inviter Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Non, ils ont dit nous n'invitons pas d'extrême droite, et d'ailleurs mais ils diffusent des sujets dans lesquels Marine Le Pen prend la parole, donc ils sont pas en faute. Et Olivier Véran, lorsqu'il est dans la dernière émission de Quotidien, dit je vous félicite de ne pas donner la parole à des gens qui ne représentent pas. Bah oui, donc il a tort. De même que CNews a tort quand ils invitent 2 représentants de Valeurs Actuelles sur 4 à 20h. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, mais s'ils respectent leur temps de parole, ils respectent les temps de parole. C'est-à-dire qu'il y a des comptes qui sont envoyés à l'Arcom et que les temps de parole sont respectés. Mais pour les politiques, oui. Pour les politiques, après, c'est la question de la ligne éditoriale. C'est pourquoi je vous invitais à prendre du recul sur le pluralisme, parce que là, on parle juste de sujets juridiques, mais ce qui intéresse les Français, c'est de savoir s'ils sont représentés ou pas dans les médias. Et donc, on peut parler d'équilibre interne aux médias, mais de manière générale, sur ce que l'offre qui est proposée aux Français, c'est parce qu'il y a des émissions, des chaînes comme Sud Radio, des chaînes comme CNews, que les Français commencent à les regarder davantage, et qu'il y a un déséquilibre qui se fait en faveur de ces médias, parce qu'en fait, ils n'avaient pas ce qu'ils recherchaient par ailleurs. Ça représente un peu l'électorat. Oui. Effectivement. Sur l'audition, parce qu'il faut qu'on avance. Sur la commission d'enquête soviétique concernant l'attribution de la TNT à l'Assemblée nationale. Pourquoi on a vu véritablement poutinienne, ça suffira. Non, soviétique. Vous les connaissez bien. Pardon, n'allez pas trop loin. Sur les méthodes staliniennes, Monsieur Dubu, qui sont utilisées à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est délirant. D'ailleurs, les Français qui ont vu les différentes auditions peuvent en témoigner. On a eu d'abord Sonia Mabrouk, Pascal Praud et Laurence Ferrari qui ont été entendus il y a 2 semaines de mémoire. Ce mercredi, Vincent Bolloré. Hier, donc jeudi, Cyril Hanouna. Et nous avions dans cette commission donc des députés LFI qui sont, pour une partie d'entre eux, au moins engagés pour faire interdire CNews, concrètement, pour que CNews n'ait plus son canal. Et qui étaient là à poser des questions tout à fait poser des questions personnelles ou faire des attaques personnelles contre différentes personnes, contre Vincent Bolloré, contre Cyril Hanouna, à qui il a été demandé quel était son salaire, ou de baisser son salaire hier, alors que comme il a été rappelé à l'instant, on a l'impression que ces députés ne connaissent pas grand chose au monde de l'entreprise. En tout cas, c'est des attaques personnelles. Moi, ce que je regrette dans cette commission, c'est ce sketch qu'il y a. On parlait de Louis Boyard également. Louis Boyard est arrivé nouveau dans la commission mercredi pour Vincent Bolloré, et puis on apprend que finalement il n'est plus là face à Hanouna, donc il n'a pas pu s'expliquer avec Cyril Hanouna. Derrière tout ça, le plus important, c'est de savoir quel est le rôle de l'Arcom, parce que est-ce que c'est l'Arcom qui va décider du jour au lendemain qu'il y a une chaîne qui plaît à tant de Français, qui monte, qui est en progression, que cette chaîne ne pourra plus avoir de canal. Moi, je vous rappelle quand même, je vous révèle un petit secret, quand on était pendant la campagne présidentielle, qu'on a eu un rendez-vous à la SGDSN et qu'il y avait tous les acteurs. Quoi, la SGDSN ? C'est le secrétariat général défense et la sécurité nationale, donc qui
Il y avait tous les acteurs sur le numérique. Est-ce qu'il y avait des influences étrangères dans la campagne, etc. Comment ça se passait sur Internet? Donc pas de médias, personne n'en parlait. Il y avait les représentants de DGSI, il y avait DGSE de mémoire, il y avait l'Arcom, etc. Moi, je vous rappelle très bien, la seule personne qui le regardait de travers, c'est la personne qui représentait l'Arcom. J'avais l'impression d'avoir un juge face à moi, alors qu'on est en train de parler de manière objective avec les différents partis. Oui, bon, là, ça c'est anecdotique. Non, c'est pas anecdotique. On a un acteur, l'Arcom, qui peut décider du jour au lendemain. C'est pas anecdotique du tout, du jour au lendemain, de supprimer une chaîne qui est extrêmement... il y a un cahier des charges à respecter, c'est tout. Il y a un cahier des charges et pour l'instant, l'Arcom a dit que CNews le respectait. Bah évidemment. Et on a vu comment ça se passe. Il faut arrêter de créer des procès là où il n'y en a pas. On va marquer une pause. Je voulais saluer Quentin Bataillon qu'on a reçu ici et que j'ai trouvé très affûté, très au fait, en tout cas des dossiers. Il connaît la télé, ce qui n'est pas toujours le cas. Il connaît le fonctionnement et je trouve qu'il a rappelé à l'ordre les députés. Il a rappelé à l'ordre le député, le rapporteur et les filles, et il a plutôt bien mené les débats. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler fast fashion et puis on va parler de l'Ukraine évidemment. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio, on va avancer quand même dans notre programme. Christelle, vous aviez un coup de cœur ? Oui, un coup de cœur pour une proposition de loi, donc qui n'est plus une proposition de loi, mais une loi, a priori, depuis hier, sur l'objectif, c'est de limiter la fast fashion. Alors la fast fashion, peut-être que ça vous parle ou pas. Ça commence par Zara et puis ça finit par Shein. C'est 25 milliards, je crois, la Chine disait, de marchandises qui sont importées en France. Alors je ne sais pas quelle est la part pour la partie textile, mais en tout cas cette loi, elle est tout à fait intéressante parce que l'import de textile depuis sa conception, où on prend les idées des créateurs jusqu'au moment où on met le vêtement au rebut, c'est une aberration sociale et écologique. C'est quand même 10%, et c'est ce que disent toutes les partisans de cette loi, notamment sur le flanc écologiste, et puis même je pense que tout le monde peut y adhérer. C'est 10% de gaz à émissions à effet de serre. L'industrie textile, c'est la plus polluante devant le transport. C'est également beaucoup, quand je disais empreinte sociale, il y a une vraie question qui se pose quand on produit tous ces vêtements sur les pays dans lesquels on les produit, et puis aussi en France. Faut pas oublier qu'on a perdu Camailleux, qui était une marque française, il y a 2 ou 3 ans. Je crois. Donc c'est autant d'emplois chez nous qui sont remis en question, des savoir-faire aussi. Donc elle vise notamment à augmenter le coût de ces vêtements. Donc a priori, ce que j'ai compris, c'est que ce sont actuellement les producteurs qui devraient payer une taxe, mais forcément ça se répercutera sur le consommateur. Donc dans un contexte d'inflation, ça pose question. Ça pose des questions. Mais peut-être que dans la continuité, pour aller plus loin, il faudrait peut-être travailler sur comment on accompagne les marques françaises ou européennes pour faciliter la production sur le sol français ou européen. Et puis trouver un équilibre plutôt juste pour les Français qui sont assez lourdement touchés dans leur pouvoir d'achat. Dans tout état de cause, mettre fin à ce vite acheté, vite jeté et puis mal porté, parce que ça vit pas longtemps. Je pense que ça, c'est effectivement un moment historique. Je suis venue il y a quelques temps sur des projets de loi, on disait que c'était des moments historiques. Là, on est sur un vrai virage à mon sens. Mais est-ce que ça va être applicable et concrètement efficace? On est d'accord. Moi, je pense que d'abord très bien, et que la jeune génération, elle est en fait, on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. Soit la pièce va tomber vers la fast fashion, parce que les jeunes qui sont pourtant férus d'écologie sont les plus gros consommateurs quand même de fast fashion. Donc il y a une forme de paradoxe. Soit ça va tomber effectivement du côté du made in France, du produire en France, qui a aussi des avantages et qui a aussi le regard bienveillant de la jeunesse. Les gens sentent qu'on veut reproduire en France. Vous savez, le discours d'il y a 30 ans dans lequel on disait il faut plus d'usines en France, faut tout mettre à l'extérieur et tout ça. Plus personne n'y croit aujourd'hui, et on veut, d'ailleurs, c'est le succès de marques françaises dans lequel on affiche le petit drapeau français. Mais pour le faire, c'est toujours la même chose. Pourquoi ils sont partis produire ailleurs? Parce que ça coûte très cher en France. Quand vous achetez un pull, je vais faire de la pub, j'ai le droit? Non, ou je dois citer plusieurs. Quand vous achetez un pull Saint-James en Normandie, voilà, et ben ça coûte plus cher. Mais pourquoi ça coûte plus cher? D'abord parce que les matériaux sont de meilleure qualité, et parce que vous devez payer plus cher les personnes qui y travaillent, parce que on a plus de taxes. Alors on n'arrivera jamais au coût salarial de ce qui se passe en Asie, mais baisser un petit peu les taxes,
baisser un petit peu les charges et qu'il n'y ait pas un tel différentiel, ça permettrait aux gens d'acheter français. Mais c'est toujours la même problématique, c'est pour ça qu'on détruit notre capacité de production et qu'on fait de plus en plus de la France une société de consommation plutôt qu'une société de production. Et interdire la fast fashion, c'est peut-être aller dans le sens d'une société de production. Alors allez-y, Samuel. Oui, alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hier il y avait le premier débat pour les européennes. Pourquoi je parle de ça à propos de la fast fashion? Parce que il y a une question qui a été un peu soulevée, mais qui sera à mon avis discutée dans les prochains débats. C'est la question de la protection aux frontières, les frontières nationales, mais également de plus en plus discutée, les frontières de l'Union européenne. On l'a dit à l'instant, la France a fait le choix pendant les dernières décennies de désindustrialiser très rapidement et d'être un pays de services et de vivre entre autres sur le tourisme et à l'étranger avec le luxe. Sauf qu'aujourd'hui on voit bien ce qui se passe, de plus en plus de gens achètent de la fast fashion qui ne vient et qui n'est pas produite en France, et donc il y a une question qui se pose véritablement, c'est est-ce qu'on va mettre des barrières douanières et à quel niveau, et est-ce que ça va participer être un sujet de débat dans les différents accords bilatéraux qu'on peut avoir dans le monde entier. Il y a la question du libre-échange, pour le dire rapidement, qui va être discuté, qui doit être discuté dans les prochaines semaines, qui doit être un sujet central au niveau des élections européennes. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on a l'impression d'être un peu bête au niveau de l'Union européenne, et en France en particulier, pendant que d'autres pays font semblant de ne pas se protéger et se protègent et protègent leur marché. Je pense aux États-Unis, je pense évidemment au Japon qui pendant longtemps s'est protégé des bières étrangères et des voitures étrangères. Donc il faut savoir ce qu'on veut et ensuite mettre en face, s'il le faut, des barrières douanières. Évidemment, il y a des réponses dans d'autres pays, mais ce sont des négociations que nous devons avoir, et ça doit être un sujet central pour les élections européennes. Oui. Jérôme, les auditeurs disent mais qui va payer à la fin ? C'est le consommateur. Je trouve que effectivement le procédé et la loi va plutôt dans le bon sens, mais je partage pas du tout votre optimisme sur son application. Le consommateur, on est dans une société de marché internationalisée, mondialisée, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, et j'attends de savoir qui me propose un modèle différent. Mais sérieux, un modèle différent, au-delà des slogans, la souveraineté, etc., française. On va retrouver notre souveraineté, tout ça, c'est du pipeau, excusez-moi. Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un modèle différent aujourd'hui où le consommateur fait la loi ? Non, il n'y a pas de modèle différent. C'est le consommateur aujourd'hui qui fait la loi. Et tant qu'il a envie de produire, et tant qu'il a envie d'acheter ce type de modèle, que je réprouve, je suis d'accord avec vous, je ne vois pas comment on va faire. Les barrières douanières, très bien, ok, ça marchera pas, ça suffira pas. Le rapatriement de notre industrie, ça va prendre un demi-siècle. Je suis désolé, je suis bien placé pour le savoir. Je lisais encore un article hier sur un article hier sur l'affaire des choix des étudiants qui arrivent. Personne ne veut aller dans l'industrie. Il y a des IUT, il y a des BTS industriels qui ne trouvent pas. Il y a 50% de remplissage, il y a 50% de vide. Alors personne ne veut aller dans ces métiers d'industrie. Alors si vous voulez, il faut arrêter de leurrer le public avec ça. Il faut leur dire la vérité. Pour le moment, il n'y a pas de modèle alternatif. Il n'y a pas de modèle alternatif. Jonas, et puis vous répondrez aussi. Rapidement, l'idée, c'est pas de complètement retourner le modèle et de faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui que des gens qui achètent très cher et qui achètent français. Si vous avez une garde-robe et qu'elle a une petite partie où vous achetez peu cher, mais vous achetez des belles pièces françaises, c'est déjà pas mal. Mais qui va faire ça ? Mais qui va faire ça ? Plein de gens aujourd'hui, c'est d'ailleurs un modèle ce qui de se société. fait. Deuxièmement, je vous donne un autre exemple. Il y a une grosse tendance dans la consommation à consommer plus vert, plus éco-responsable. On peut rendre sexy le fait de consommer français. C'est pas interdit de se poser la question. Mais au final, c'est le prix. Oui, mais pas pour l'intégralité. Vous pouvez acheter pour la majeure partie des gens. Je termine là-dessus. Sur l'industrie, pardonnez-moi de vous contredire, avec un exemple local, mais qui peut être dupliqué. Quand on remet en route le parc nucléaire, qui va nous permettre d'avoir peu d'électricité peu chère et compétitive, eh bien on réindustrialise massivement. Et là, je vous donne l'exemple de la Normandie, on recrute actuellement 10 000 personnes dans l'emploi industriel. Mais c'est on les 10 000, trouve pas. Mais on les trouve. Si nous les trouvons, les gens ne veulent pas aller dans l'industrie. On vient de faire recrutement de 10 000 personnes dans l'emploi industriel. Écoutez-moi bien. Allez. Donc ça, c'est pas du pessimisme, c'est de l'action. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Passionnant le sujet sur la fast fashion, on continue à en parler, on a un vrai débat, mais je voudrais quand même qu'on puisse parler de l'interview du président de la République hier soir, qui a rassemblé près de 10 millions de téléspectateurs. C'est dire qu'il y avait une attente. Emmanuel Macron donc a affirmé qu'il fallait être prêt à répondre à l'escalade russe, qu'il ne fallait pas que la Russie gagne la guerre contre l'Ukraine. Donc là encore, deux camps assez tranchés, et en particulier ceux qui s'y opposent l'accusent de souffler sur les braises. Ce sont les oppositions. Je ne sais pas, vous l'avez regardé hier, Christelle? Non, j'ai pas regardé. Par contre, j'ai regardé une intervention de François-Xavier Bellamy ce matin, qui disait que le timing était une fois de plus assez bien choisi. Mais alors, je voudrais qu'on m'explique ça, parce que la majorité des Français sont contre le fait de faire la guerre à la Russie ou de soutenir même l'Ukraine. Donc, en quoi est-ce que ça va favoriser le candidat d'Emmanuel Macron, enfin la candidate d'Emmanuel Macron? C'est surtout, à mon avis, le règne de la peur. C'est plus ça. On gouverne par la peur, on fait des annonces. Là, effectivement, les gens sont contre parce qu'ils n'ont absolument pas envie de partir ou même de commencer à réfléchir à l'éventualité d'une guerre à leur porte. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'inflation, comme sur tout. On se pose la question du quotidien, et c'est vrai que tout est précaire. Il y a une précarité qui s'installe. J'ai un ami qui me donnait une statistique ce matin sur le fait qu'un Français sur 3 ne fait pas un repas par jour. Un Français sur 3, un tiers de la population française. Ça dit quand même la réalité de notre territoire. Donc, d'avoir aujourd'hui ce débat sur, plus ce qui a été dit, c'est on n'est pas dans aujourd'hui, doit-on envoyer de manière imminente nos forces armées sur le terrain? C'est il faut s'y préparer, il faut en avoir peur, ça va arriver, la guerre est à nos portes. Forcément, à la veille d'une élection électorale, enfin c'est vieux comme le monde. On fait peur aux populations, et puis c'est plus facile. Moi, je pense qu'on peut voter contre aussi. C'est-à-dire, on n'a pas envie d'un parti. Pourquoi ça marche? Alors, Jonas avait levé la main avant. Alors, c'est simple. C'est simple. Je me permets une analyse. L'électorat d'Emmanuel Macron s'est déplacé. Aujourd'hui, il est composé de personnes principalement âgées qui ont une crainte, une peur bleue de la guerre. Et Emmanuel Macron est un homme d'habitude. Lorsqu'il a fait le grand débat qui a permis de sortir des Gilets jaunes, il a essayé de refaire le grand débat pour le Salon de l'Agriculture. Il a vu qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, le fait de jouer sur la peur de la guerre en Ukraine lui avait permis de distancer tous les autres candidats. Donc il essaye de refaire le même coup en s'adressant à un électorat âgé, dit l'électorat boomer, en lui parlant de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques mois dans la guerre en Ukraine? Je cite le président. Si la situation devait se dégrader, il ne s'est rien passé. Donc en gros, il utilise ce levier. Il y a une inversion des. C'est pas vrai. Enfin, il y a une inversion totale sur le terrain. En Ukraine, il y a une inversion totale des forces. On voit bien que c'est la Russie qui est à l'offensive et l'Ukraine qui était en défensive. Si la situation, il y a 6 mois, c'était totalement différent. C'était l'inverse. C'est l'Ukraine qui était à l'offensive. Je prends son verbatim. Si la situation devait se dégrader, nous devrons être prêts. Il n'y a rien de différent, il a dit. Donc, en fait, il tente le même coup qu'à la présidentielle, en voyant bien que sa candidate est en difficulté. Donc, il va réappeler cet électorat qu'on évalue à 20-25% de personnes qui sont plutôt âgées et CSP+, en disant « Oh là, attention, il y a la guerre qui arrive ». D'ailleurs, excusez-moi, on s'y trompe pas. Il y avait un débat hier sur les européennes à 17h. Il fait son émission à 20h. Il écrase le match. Il ne veut pas qu'il y ait de match. Et comme il veut pas qu'il y ait de match, il utilise ce bon vieux levier. Mais je comprends pas la logique. Moi, je suis. C'est son électorat de boomer. Mais l'électorat de boomer, il va pas voter pour un type qui dit je vais vous emmener dans la guerre. Non, mais il leur dit qu'il y a la guerre et que lui, il va les protéger. C'est ça. La logique. C'est là où je comprends pas la logique. M'exprimer sur ce sujet-là, parce que pour le moment, on a entendu que des opposants qui sont qualifiés d'avocats, d'élus locaux. Jérôme. Voilà. Donc en réalité, ils viennent tous de la même boutique. Alors Jérôme, expliquez-moi. Il serait peut-être temps de le dire. Ce sont des opposants clairement à la politique gouvernementale. Dites-le, ça sera plus simple. Alors expliquez-moi la logique. Moi, je suis le seul représentant de la majorité présidentielle sur 4. Oui. Bon, voilà. Donc il faut que les auditeurs le sachent quand même. Bon. Parce qu'on a des gens qui se cachent un peu là. Bon, écoutez, mettre ça sur le compte d'un résultat aux européennes, franchement, c'est le petit bout de la lorgnette. Voilà, c'est le petit bout de la lorgnette. Alors je comprends que les opposants en aient marre d'être battus.
parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont battus. Là, il n'est pas en très bonne position. LR, ça fait 12 ans qu'ils sont éloignés du pouvoir. Ça commence à faire beaucoup pour un parti gouvernemental. Mais plus d'élus locaux, c'est nous. Qu'ils se regardent un peu eux-mêmes. Moi, j'en viens, je sais ce qui se passe. Qu'ils se regardent un peu eux-mêmes plutôt qu'essayer de trouver des subterfuges à leurs échecs. Non, mais on c'est pareil. Mais on parle pas de ce sujet, on parle de Macron, là. Parce que vous êtes dans le prisme électoral sur une situation entre l'Ukraine et la Russie qui dépasse largement ça. Enfin, les Américains et les Allemands qui ne sont pas LR ou qui ne sont pas Reconquête ont dit on ne comprend pas la sortie du président Macron. Il l'a expliqué très clairement hier. Il s'est fâché avec le chancelier. Oui. Alors, je voudrais que Samuel puisse parler. Effectivement, le sujet de la guerre en Ukraine dépasse le cas des élections européennes. Mais une fois qu'on a dit ça, cette guerre et le positionnement d'Emmanuel Macron a des conséquences électorales. Pourquoi Emmanuel Macron fait son choix d'en parler autant et de montrer qu'il y a un risque d'accroissement de la guerre se rapprocher des Français? Parce que quand il fait peur, en fait, il fait peur aux Français, et on sait de manière générale que quand il y a une crise, les gens ont tendance, c'est pareil dans toutes les nations, dans tous les électorats, à voter pour la personne qui est en place. L'effet drapeau. Systématiquement. L'effet drapeau, effectivement. Et en plus de ça, Emmanuel Macron, qui est à la peine dans les sondages, avec en plus une mauvaise candidate pour les élections européennes, qu'est-ce qu'il veut? Il veut grappiller sur ces électorats qui sont sur l'électorat macroniste, qui est en train de partir un petit peu chez Glucksmann, à gauche, pour être très concret, et un petit peu peut-être chez Bellamy ou chez Reconquête, avec la liste de Marion Maréchal. Ça se voit pas. Et effectivement, mais c'est en dynamique qu'il faut voir les choses. Et on voit très bien que la liste d'Emmanuel Macron est largement distancée aujourd'hui. Ah bon? Très largement distancée. Vous êtes à combien? Elle est très largement distancée par la liste du Rassemblement national de Jean Bardella. Si la majorité présidentielle est distancée, alors vous êtes où? Écoutez, monsieur Dubu, restez poli. Je rappelle qu'il y a des gens. Vous êtes au fond du trou. Je rappelle, monsieur, restez poli, merci. Parce qu'il regarde ça sur le prisme électoral. Monsieur Dubu. Vous savez, il y a un athlète récemment qui a beaucoup parlé avant des élections, avant un combat. Il s'appelle Cédric Doumbé. Il a perdu de manière ridicule avec une écharpe dans le pied. Donc, à mon avis, vous ne devriez pas trop la ramener parce que le camp macroniste a de vrais soucis à se faire dans cette élection. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron. Vous aussi, vous avez de vrais soucis à se faire. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron. Vous avez votre survie. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron. Il a réussi, Emmanuel. Enfin, c'est ce qu'on dit. La preuve, c'est qu'on parle. On parle des élections européennes et pas d'Ukraine. Pour terminer, pourquoi Emmanuel Macron devait prendre la parole? Parce qu'effectivement, il n'était pas clair du tout sur son positionnement et tout le monde se posait la question, est-ce qu'on va devoir envoyer des forces sur le terrain? Est-ce qu'en gros l'armée de terre va aller massivement sur le terrain? Et il a dû prendre la parole parce que son premier propos n'était pas clair, en plus d'avoir été rejeté par la plupart de nos partenaires européens. Et vous avez mieux compris hier? Alors moi, j'avais l'impression d'une séance d'hypnose. Quand il commence et qu'il les regarde fixement dans les yeux et qu'il leur dit, vous êtes assis sur votre chaise, mais vous n'allez pas vous lever. Mais vous allez vous lever et vous ne savez pas si vous allez vous lever. Non, on n'a rien compris. Non, j'ai pas compris. Je ne sais pas si on a la séquence, si on a le son. Ce son d'Emmanuel Macron, j'ai pas tout compris. Mais ça, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales, françaises, en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Alors, nous, on n'est pas sûr de le faire, mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. C'est lunaire. Et confiance. Croise les doigts. Ça, c'est le début. Attendez, il y avait une demi-heure. Vous avez choisi, évidemment. C'est le début. Mais c'est symbolique. Moi, j'ai pas remis de la cohérence dans ses propos. Laissez parler Christelle. Je crois qu'il y a eu un propos qui a fuité, où il dit avec une. Enfin, comme vous le disiez, je suis d'accord avec vous, c'est un sujet qui est extrêmement grave, qui est extrêmement lourd, qui est en dehors même du débat des élections européennes. Et donc, justement, le propos du président, parce qu'il représente quand même notre nation et les conséquences sont lourdes, devrait il peut pas faire preuve de légèreté sur un tel sujet. Et quand j'ai entendu qu'il y a des propos qui ont fuité, il va falloir que j'envoie mes gars à la guerre ou sur le terrain. Mais c'est pas ce qu'il a dit hier. Mais non. Bon, mais alors, tenez-vous-en propos officiels. Oui, parce que les interprétations de propos qui auraient fuité... la maîtrise de la communication, quand on parle d'un président de la République qui a deux doigts d'envoyer potentiellement... Mais non. Je veux dire, c'est la question qui est derrière. Donc il y a une question de crédibilité et de la parole qui est portée par le représentant de la nation. Vous ne l'avez pas écouté hier soir, ou alors on n'a pas écouté la même émission. Je sais pas, mais moi ça me heurte. Il a jamais dit qu'il allait envoyer des troupes hier. Mais justement, il a dit qu'il n'avait rien dit. Il a remis la cohérence en disant, la Russie est un adversaire.
Tant pis pour ceux qui soutenaient Monsieur Poutine il y a quelques années. Vous vous trompez. Non, il y a des. D'ailleurs, on aimerait qu'il explique la différence entre adversaire. D'ailleurs, vous l'avez payé très cher et vous allez encore le payer très cher parce que les Français ont de la mémoire. On aimerait bien que vous expliquiez la différence entre adversaire et ennemi là-dessus. Deuxièmement, c'est très clair. Prenez un dictionnaire, vous verrez. Mais dites-le, expliquez-le parce que je vais vous acheter le petit Robert. Il est incapable d'expliquer hier, Macron. Deuxièmement, vous êtes incapable d'expliquer également. Mais évidemment, vous m'interrompez tout le temps. Dites la différence. Je ne peux pas expliquer. Allez-y. Deuxièmement, sur l'affaire de la Russie, je suis désolé, depuis 6 mois, les choses ont profondément changé. Enfin, le front, tous les militaires nous le disent, tous ceux qui observent objectivement la situation nous le disent. L'Ukraine n'est plus dans la situation où elle était il y a 6 mois. Alors elle n'est plus dans une situation offensive, elle est dans une situation défensive extrêmement dangereuse pour nous. Mais la question est quelle réponse si la Russie venait à gagner, nous n'aurons plus de sécurité et la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Est-ce qu'on prête aussi des intentions à Poutine dont on ne connaît pas écoutez, il faut regarder l'histoire de Poutine. La seule chose que je comprends pas, je peux comprendre les propos de Jérôme. La seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi on a pris cette position qui nous a isolés, parce qu'en étant obligé d'expliquer que rien n'était exclu, toutes les autres capitales européennes et même Blinken ont dit « Ah non, on n'envisage absolument pas, contrairement à ce que dit M. Macron, tout seul, on n'envisage absolument pas d'envoyer des troupes, et ça a même fragilisé l'Ukraine, parce que maintenant les Russes savent qu'il y a une seule armée qui peut y aller, c'est l'armée française. Et jusqu'à preuve du contraire, l'armée française face à l'armée russe, ça dure 3 jours. On est d'accord. Voilà. Il y a contre tout le monde. Il ne s'agit pas d'avoir l'armée française contre l'armée russe. Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est pas du tout ça. On marque une pause. On marque une petite pause et on continue. Hier, c'était très clair. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, le débat continue et il est vif, même pendant la pub. Sur le fond, donc, Emmanuel Macron hier affirme que la Russie est devenue une puissance qui veut s'étendre et il est sûr qu'elle ne s'arrêtera pas là. Mais il est sûr d'où? Enfin, je veux dire. Tous les observateurs le disent. Il suffit de regarder le cheminement de Poutine, contrairement à ce que dit mon voisin. Il est devin, mon ami. Parce que mon voisin. Non, mais je vous pose la question sérieusement. Il est amnésique, mon voisin. Calmez-vous un peu sur les attaques. Il a oublié M. Zemmour et M. Poutine. Que vous êtes méchant, Jérôme. Calmez-vous, non, je suis pas méchant, je suis réaliste. Non, la question est comment Emmanuel Macron sait ce que va faire Vladimir Poutine. Mais il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui sait ce que va faire Vladimir Poutine. Il suffit de regarder l'historique de M. Poutine. Enfin, la Géorgie, la Crimée. Vous voulez quoi encore? L'Ukraine. Excusez-moi, il y a un truc que je pige pas. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron était celui qui était la plus grande colombe. Il disait, il faut avoir de la retenue, calmez-vous tous les autres, etc. Et d'un seul coup, la colombe se transforme en faucon. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que l'Ukraine est en danger, tout simplement. Il n'y a pas d'élection. Mais l'Ukraine est en danger, c'est pas un problème d'élection. Oui, mais qu'est-ce qui se passait il y a 6 mois quand il disait qu'il fallait maintenir le timing et la pensée de M. Macron? Faites-lui un peu l'obligeance de croire que le timing et la pensée de M. Macron n'est pas arrivé sur les élections. Christelle Niasme, sur le danger, effectivement, et sur la vision et la volonté de Poutine d'envahir l'Europe. C'est ce que nous dit Emmanuel Macron. Hein. Effectivement, j'ai peut-être pas le recul nécessaire sur les intentions de Poutine. Ce que je remets en question en revanche, c'est l'imminence de cette situation. Effectivement, qu'est-ce qui en l'espace de quelques mois aurait tout d'un coup changé? Ça, effectivement, on n'a pas l'éclairage nécessaire là-dessus, le recul. Et effectivement, on se questionne sur le calendrier qui est toujours très bien choisi. Donc, je m'interroge aussi sur le fait que cette envolée et cette décision qui soit une position purement du président français ne soit pas au préalable discutée avec ses homologues sur le reste de l'Europe, parce que c'est pas une décision qu'on peut prendre, puisqu'on dit aux portes de l'Europe. Donc on est donc peut-être que c'est une position qu'il lui fallu d'abord discuter avec les homologues avant de se mettre en scène, c'est ça, et d'effrayer un peu plus le peuple français. C'est ce que je reproche. Et qu'est-ce qui va être important pour la suite, c'est d'avoir le meilleur accord de paix pour les différents acteurs, donc que personne ne sorte ridicule de cette guerre. Et c'est ça, un bon accord de paix. Et est-ce que la position d'Emmanuel Macron aujourd'hui va dans ce sens? On ne le sait pas. Et je rappelle encore une fois qu'il a été
très isolé sur ce sujet et qu'on n'a pas l'impression qu'il est avancé dans le bon sens. Et je rappelle quand même qu'il y a personne sur ce plateau et personne a priori sur cette terre qui est capable de lire dans les pensées de quelqu'un d'autre, en tout cas pour l'instant. Donc on ne sait pas exactement ce que veulent faire nos adversaires, ennemis, concurrents, etc. Enfin, le passé est assez clair vis-à-vis de M. Poutine. Enfin, si vous n'avez pas encore compris, moi je veux bien vous éclairer une fois plus. Il parlait de l'économie russe qui là je comprends que vous soyez gêné avec Poutine. Comprenez tout, vous comprenez tout. Donc c'est quoi les plans de Poutine? C'est d'envahir l'Europe? Faites-nous la carte. Mais combien de temps ça va durer? Non, mais je pose la question. Il le dit d'ailleurs, mais c'est très limpide. Dans toutes ses déclarations, c'est clair. Il est en guerre, il est rentré en guerre. Et moi, ça, je le regrette, parce que pour moi, la Russie fait partie de l'Europe. Bon, pour moi, la Russie, l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural, comme le disait le général de Gaulle. Bon, donc avoir laissé passer et partir la Russie contre l'Occident, c'est une erreur fondamentale. Mais bon, on va pas pleurer sur le lait renversé, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, M. Poutine, il est dans un impérialisme retrouvé. Il veut une grande Russie, et la grande Russie, on sait ce que c'est. La grande Russie, c'est pas de frontières. Mais vous avez raison là-dessus. Quand on dit pas de frontières, ça veut dire que la Moldavie, c'est possible, que les Pays-Bas, c'est possible, et que je ne sais quoi. Mais Jérôme, personne ne vous conteste cette analyse. Mais alors, laissez-moi terminer. Ce qu'on vous conteste, c'est qu'il n'a jamais, M. Poutine, lui, n'a jamais changé. Ce que nous contestons, c'est pourquoi M. Macron évolue, lui. Mais parce qu'il y a un danger majeur que l'Ukraine s'effondre. Vous dites à l'instant que M. Poutine, lui, n'a jamais changé et qu'il a toujours eu des intentions. Pourquoi la colombe s'est transformée en faucon? Mais la colombe ne s'est pas transformée en faucon. Il y a un moment, on a cru que l'Ukraine pourrait résister et pourrait même être à l'offensive. Il n'y avait que Macron qui y croyait. Non, les États-Unis aussi. Non. Les observateurs américains nous disaient que l'Ukraine allait gagner la guerre. Souvenez-vous, il y a 6 mois. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on nous dit l'Ukraine peut s'effondrer. En tout cas, il y a un risque d'effondrement militaire. Et à ce moment-là, c'est la Russie qui va gagner. Peut-être que le moment dans lequel tout ça a changé, c'est le moment d'ailleurs dans lequel c'était extrêmement maladroit, dans lequel des conversations qui étaient avec M. Poutine, dans un reportage, et vous savez que ça a braqué le président Poutine, ont été dévoilées par orgueil, par ego, dans un grand documentaire. Et ça a fait beaucoup de mal à la relation entre les deux présidents. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de sujets personnels dans les deux, où M. Macron, qui a une vraie force de persuasion, de conviction, voire d'hypnose, il n'a pas réussi son hypnose sur M. Poutine. Et là, il se dit, non, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, j'adopte une attitude différente. Oui, vous mettez dans la peau de M. Macron, je suis désolé. Mais est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions au-delà des mots et des injonctions? Est-ce que ce sont des coups de menton La preuve, c'est qu'on devait fournir 1 million, les Occidentaux, américains, européens, pas les Américains, on devait fournir 1 million d'obus en 2023 à l'Ukraine, on en a fourni 300 000. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'armée ukrainienne est en difficulté. Enfin, il ne faut pas être grand clerc ni général et sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Mais quand vous avez 300 000 obus que vous en vaut 1 million, qu'est-ce que voulez-vous dire? Vous êtes en difficulté. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'on a les moyens de ces annonces, de ces certains diront des coups de menton, d'affirmation en disant comment on va aider la Russie? Écoutez, est-ce qu'on a les moyens? L'Ukraine. Ça fait des années que les différents responsables de l'armée de terre annoncent que si on veut aller vers de la guerre de haute intensité, donc ce genre de conflit, on n'a pas les armées adaptées. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'hommes, on n'a pas suffisamment de matériel. On sait qu'il y a plus d'argent qui est désormais mis dans la défense, dans les armées, mais que le modèle actuel qu'on a, c'est une armée qui est complète, donc qui peut faire tout un ensemble de choses, avec des troupes aéroportées, on peut intervenir dans le monde très rapidement, mais il y a des choix budgétaires qui doivent être faits dans les armées, et ça fait des années qu'on prévient là-dessus. Et, honnêtement, est-ce que quelqu'un pensait qu'on allait avoir un conflit de ce genre si rapidement? Et pas vraiment. Est-ce qu'on pensait que la France allait s'engager elle-même? Parce que la question c'était ça. Honnêtement, si on pense à un conflit de haute intensité à nos frontières, ce serait plutôt si on avait un conflit directement avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec l'Italie. On n'imaginait pas envoyer des milliers, des dizaines de milliers d'hommes plutôt à l'étranger. Donc ça fait longtemps qu'on est alerté sur le sujet. Pour l'instant, on n'a pas les capacités de produire des munitions suffisantes et on n'a pas non plus la masse, comme on dit en termes militaires, on n'a pas la masse nécessaire pour tenir longtemps sur le terrain. Oui. Non, je partage ce point de vue. Oui, on n'avait effectivement pas la capacité de tenir. Je crois que un de nos sénateurs avait précisé que en cas de conflit ouvert en France, au vu de l'état de nos moyens, on tient 15 jours. Enfin, je veux dire, ça dit l'état de. Je suis même choquée qu'on
qu'on puisse divulguer ce type d'informations. C'est même choquant parce que ça dit notre fragilité. Et quand on sait que dans un monde, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où finalement, peut-être qu'avant de rentrer dans un conflit ouvert, on est d'abord dans, effectivement, le menton haut, dans un combat peut-être de coq, de montrer qui est le plus fort. Si on donne ce type d'informations, ça montre notre très grande fragilité. Et quand on voit juste un point, attention, on a une armée qui est très forte, très performante, très reconnue par nos alliés, notamment les Américains et les Anglais. C'est seulement que le modèle de conflit actuel, des dernières décennies, n'est pas du tout le modèle de conflit qu'il y a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Pardon, non, je vous en prie, et donc du coup, oui, je pense qu'effectivement, il faut être extrêmement vigilant aux propos qu'on emploie, surtout quand on est en responsabilité, surtout quand on a, il faut avoir les moyens de ses ambitions, et tenir ce type de propos est pour moi extrêmement dangereux. Je vais juste essayer de résumer ça en une phrase. On peut jouer à la guerre froide quand on est les États-Unis contre la Russie. Je pense que nous, en tant que Français, on n'a pas les moyens de jouer à la guerre froide et mettre des coups de pression à Poutine. On peut avoir des positions communes avec des alliés, etc. Mais on peut pas se permettre de dire rien n'est exclu, ou je cite un autre, on va mettre l'économie russe à genoux. Voilà, ça on peut pas. En revanche, on peut avoir des démarches concertées, collaborées, mais la guerre froide France-Russie, j'y crois pas trop. Mais on n'est plus dans la guerre froide, enfin. Je veux dire. Même de menaces nucléaires. Il y a une menace nucléaire de Poutine. Ces termes ont été employés. Et Poutine, pour répondre à la question qu'on posait... Je persiste et je pense qu'il y a eu un changement majeur cet été lorsque l'offensive ukrainienne a été bloquée et qu'aujourd'hui les Ukrainiens reculent, alors très peu par rapport à ce qui pourrait être un effondrement. On n'est pas là, on n'en est pas encore là, puisque visiblement c'est quelques kilomètres carrés à chaque fois, donc c'est pas grand-chose, mais enfin, le rapport de force a été inversé. Et ça va se poursuivre. L'économie russe n'a pas été mise, l'économie de guerre russe n'a pas été mise par terre, au contraire, elle est de plus en plus performante. Donc ça veut dire que les matériels, et ceux qui ont été fournis par la Corée du Nord et l'Iran, les matériels vont continuer à arriver. Mais il y a quand même une question, on voit la Russie comme une énorme armée, ils ont quand même pas réussi à faire plier l'Ukraine. Normalement, ils auraient dû. Oui, c'est ça, ils auraient dû balayer l'Ukraine en quelques jours. Absolument. Je vous rappelle qu'il y a fait un coup d'État avec Prigojine il y a quelques mois. C'était bien l'idée de Poutine. Allez, merci à vous, très bon week-end. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Très bon week-end sur Sud Radio. Merci beaucoup. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.